Bonjour à tous, je m'appelle Alexandra Delru et je vous invite à me suivre afin de découvrir Paris à travers son histoire, son architecture et ses légendes. Si chaque arrondissement a son monument phare, il en possède d'autres tout aussi intéressants qui, hélas, sont parfois devenus invisibles tant ils sont incorporés à leur environnement. Je vous propose de les sortir de l'ombre. La rue de la Grande Truanderie commence boulevard de Sébastopol et se termine rue Mondétour. Elle mesure 174 mètres de long et 4 mètres minimum de large. Encore une fois, les historiens ne sont pas d'accord sur l'origine du nom de cette rue parisienne. Jean-Baptiste Michel Renu de Chauvigné, plus connu sous le nom de Jaillot, prétend que le nom Truanderie vient du mot truage, signifiant impôt. En effet, dans la rue se trouvait autrefois un bureau où l'on percevait les droits d'entrée des marchandises allant aux halles. Henri Sauval et Robert Sénalis penchent pour une autre hypothèse. Le mot truand ne possédait pas au Moyen-Âge le même sens que de nos jours. Il désignait en effet autrefois un vaurien, un vagabond qui mendie par fainéantise, qui gueuse. La truanderie était donc un lieu où l'on rencontrait mendiants, gueux, désœuvrés et accessoirement diseuses de bonne aventure, voleurs à la tire ou prostituées. On retrouve cette acception dans l'expression anglaise « to play truant », faire l'école buissonnière. La rue de la Truanderie est une voie très ancienne. Son existence est attestée dès 1250. Elle appartenait au petit fief de Thérouanne, dont la moitié environ fut cédée en 1181 à Philippe-Auguste par Adam, archidiacre de Paris, puis évêque de Thérouanne. Le roi fonda sur sa parcelle les premières halles de Paris. Sur la parcelle de l'évêque s'installèrent des marchands de toutes sortes qui rapidement firent aménager des voies de circulation. Dès le XVIe siècle, la rue apparaît dans des registres sous le nom de Via Mendicatrice Maior, principale rue mendiante. Au XIXe siècle, la rue mesurait 243 mètres de longueur. Elle commençait rue Saint-Denis et finissait rue Montorgueil. Des travaux tels que le percement de la rue de Turbigo ou le prolongement de la rue de Mondétour raccourcirent la rue de la Grande Truanderie et vont même lui donner une spécificité. Entre la rue Saint-Denis et la rue Mondétour, la rue forme une place triangulaire. Le côté sud, soit les numéros impairs, est formé par la rue de la Petite Truanderie, tandis que les numéros pairs forment la rue de la Grande Truanderie. Il s'agissait de deux rues indépendantes séparées par des maisons qui furent abattues en 1919. En 1832, Pierre Heut ouvre une auberge dans le quartier des Halles et y fait découvrir la gastronomie de sa région, la Normandie. En 1879, l'établissement est repris par son petit-fils, Alexandre Pharamond, dont les tripes à la mode de Caen deviennent la spécialité. En quelques années, il devient une des plus célèbres maisons des Halles, faisant ainsi concurrence à Jouanne, un autre tripier du quartier. L'accès au restaurant se faisait de deux manières. L'entrée principale au numéro 24, ou pour les clients ayant réservé un des salons du deuxième étage, la porte discrète du numéro 22. À l'occasion de l'exposition universelle de 1900, le restaurant est entièrement redécoré par la maison Picard et compagnie. La façade imite l'architecture rurale normande avec ses faux pans de bois, empreinte de la renaissance régionaliste provoquée par Kurnonski, le prince des gastronomes. Les murs de la salle du rez-de-chaussée sont recouverts de glace aux angles concaves, bordés de fleurs peintes et de grands panneaux, représentant des pommiers peints en pâte de verre dans un pot de faïence bleue. Sur les corniches court une frise de légumes agrémentée de tripes. Au fond de la salle, à l'entrée des cuisines, se trouve un grand miroir gravé au nom du restaurant Pharamond. Le premier étage forme une grande salle, tandis que le deuxième se divise en 4 salons privés, tapissés de miroirs, décorés d'arabesques dorées et de petits panneaux en pâte de verre. Le plus petit des salons présente une particularité. Sur l'un de ces miroirs est dessinée une marmite de tripes cuisant dans un chaudron antique, avec en arrière-plan la façade du restaurant telle qu'elle était en 1900. Le décor intérieur du bâtiment est inscrit au monument historique depuis le 4 juillet 1989.
La rue de la Grande Truanderie est surtout célèbre pour deux événements ou deux légendes. La maison située au numéro 21 de la rue abrita un noble célèbre. À la fin du XVIIIe siècle, elle servait de repère au conspirateur François-Noël Babeuf, plus connu sous le nom de Gracchus. Inspiré par la lecture des œuvres de Jean-Jacques Rousseau, Babeuf constate les conditions de vie très dures de la population. Il développe aussitôt des théories en faveur de l'égalité et de la collectivisation des terres. Au commencement de la Révolution, en 1789, Gracchus devient journaliste et s'installe à Paris. Il se bat contre les impôts indirects, organise des pétitions et des réunions. Le 19 mai 1790, il est arrêté pour incitation à la rébellion et emprisonné. Il est libéré en juillet grâce aux efforts de Marat. Dans le journal de la Confédération, Gracchus écrit, je cite, « On assure que les ténébreux cachots, ces sépultures des vivants dont nous avons tiré nos frères d'armes par nos justes clameurs, se repeuplent journellement d'une foule considérable d'autres victimes, toujours prévenues du fameux crime de lèse-nation. Les plus scrupuleuses précautions et les plus invincibles mystères sont employés pour éviter qu'aucun renseignement ne puisse transpirer sur le compte de ces derniers. Mais de là, il n'est plus difficile de consommer l'horreur et de les garder dans ces souterrains mortels. » La même année, Gracchus s'insurge contre le suffrage censitaire mis en place pour les élections de 1791. Il milite pour la mise en place d'une république. En mai 1793, Babeuf entre à la commission des subsistances de Paris et soutient les revendications des sans-culottes, osant dénoncer un nouveau pacte de famine organisé par Pierre-Louis Manuel, procureur général de la commune, s'attirant ainsi des haines violentes. Face à la répression politique du gouvernement, Gracchus forme la Conjuration des égaux contre le Directoire en 1796, avec l'aide de ses amis Augustin d'Arte, Philippe Buonarroti, Sylvain Maréchal, Philippe Lepelletier, Antoine Antonel et Robert-François Debon. Leur but ? Poursuivre la Révolution, appliquer la Constitution de l'an 1 et aboutir à la collectivisation des terres et des moyens de production, pour obtenir la parfaite égalité et le bonheur commun. Dans des pamphlets, les égaux annoncent l'abolition de la monnaie, le logement des pauvres chez les riches et la distribution gratuite des vivres. Suite à une dénonciation le 10 mai 1796, la police entre brusquement dans la chambre des égaux située au 3e étage et notifie l'ordre d'arrestation dont ils sont porteurs. 2 policiers surveillent les portes et les fenêtres afin d'empêcher une tentative d'évasion. D'Arte garde le silence. Buonarroti dissimule un papier compromettant sous sa chemise. Babeuf se lève de la table sur laquelle il est en train d'écrire. Aucun de ces hommes ne songe à riposter ou à se servir de ses armes. En sortant de la chambre, Gracchus s'écrie « C'est un fait, la tyrannie l'emporte ». La tentative populaire de les libérer échoue le 29 juin. Afin d'éviter tout problème, les égaux sont transférés à Vendôme, dans le Loir-et-Cher, où ils seront condamnés le 26 mai 1797. Ils sont guillotinés le lendemain. Les idées de Babeuf formèrent les prémices du babouvisme, préfigurant le communisme. À la jonction des rues Pirouette, Mondétour, de la Petite Truanderie et de la Grande Truanderie, se trouvait le carrefour de la Tour. Et au centre de ce dernier, un puits, le puits d'amour. Selon une légende, une jeune fille nommée Agnès Elbic se précipita de douleur dans ce puits et s'y noya. 300 ans plus tard, un jeune homme, exaspéré par la froideur de sa maîtresse, s'y précipita à son tour, mais survécut. Touchée par ce témoignage d'amour, elle lui jeta une corde et promit d'être plus affectueuse. En reconnaissance de ce miracle, l'homme fit rebâtir le puits et graver « L'amour m'a refait en 1525, tout à fait ». Les amoureux s'y donnaient rendez-vous. Tous les soirs, on y chantait, jurant de s'aimer pour l'éternité. Les prédicateurs virent cette habitude d'un mauvais œil et firent combler le puits en 1650. Plusieurs chansons furent écrites sur ce lieu, dont « Le puits ». Je vous cite un petit extrait. « Dans quel puits es-tu retiré, vérité, sœur de la vertu ?
Inconnu dans chaque contrée, serait-il le puits perdu? Que d'autres le cherchent encore, dans l'espoir de le rendre au jour, moi, fidèle au Dieu que j'adore, je vais chanter le puits d'amour. Le 27 juillet 1830, les Parisiens descendent dans les rues, envahissent les maisons des nobles et pillent les palais, ainsi que l'archevêché. Le contenu des armoires, des bureaux et d'autres meubles est déversé par les fenêtres. Des milliers de feuillets s'envolent jusqu'à la Seine, disparaissant pour la postérité. Quelques-uns échouent sur les berges et sont recueillis, telles les archives secrètes des exorcismes du diocèse. Parmi ces documents, 3 pages isolées racontent une étrange histoire. Agnès Selbic était la fille d'un personnage important de la cour de Philippe Auguste. Ses beaux atouts attiraient les prétendants. Toutefois, la jeune fille était capricieuse et exigeante. Jamais elle ne trouvait satisfaction. Pourtant, un jour, elle rencontra un jeune homme au carrefour de la tour. Une charrette lourdement chargée de corps obstruait le passage. Le cavalier descendit de son cheval et se rafraîchit au puits en attendant de pouvoir poursuivre son chemin. Agnès l'observait dissimuler derrière les rideaux de sa litière. Il était si beau. La charrette finit par être dégagée et le jeune homme remonta sur son cheval, disparaissant dans la ville. De frustration, Agnès refusa de s'alimenter, de sortir, de parler, voire de dormir. Elle passait ses journées à rêvasser. Inquiet, le père interrogea son enfant sur ses humeurs et elle lui raconta sa rencontre avec le cavalier. La belle ordonna à son père de le retrouver. La tâche fut aisée grâce à la description des armoiries portées par le jeune inconnu. Ce dernier se nommait Romuald et appartenait à une grande famille. Hélas, il était également la coqueluche des dames de la cour. Agnès supplia son père de lui arranger une rencontre en dépit de la réputation frivole du favori. Ce dernier refusa en raison des mœurs légères du candidat, mais le mariage avec un bon parti ne se refuse pas éternellement. Une opportunité se présenta au père inquiet. Le roi organisait un bal masqué. Romuald remarqua enfin la jeune fille et l'invita à danser. Il la courtisa durant toute la soirée et lui promit au petit matin de venir la voir chez elle. Promesse qu'il oublia dès qu'il eut quitté la jeune danseuse. Quelques jours plus tard, Agnès apprit les fiançailles de son bien-aimé avec une jeune fille de la cour. Offensée, elle courut sur le lieu de leur rencontre et se jeta dans le puits de la tour. Dévoré par les regrets, Romuald se précipita sur place. Les gens du voisinage, émus par son chagrin, l'informèrent que les archers avaient conduit sa bien-aimée au charnier des innocents, sans recevoir la moindre cérémonie funèbre. Les suicidés n'ayant pas le droit d'être enterrés en terre consacrée. Le jeune homme partit en quête d'un prêtre afin de réparer cette injustice. Dès le lendemain de la messe, Agnès réapparut, près du puits, émergeant une sorte de brume sous une apparence éthérée. Ses pieds effleuraient à peine le sol et son visage affichait un sourire mélancolique. Soulagé, Romuald se jeta dans ses bras, et leur étreinte se prolongea au-delà de celle que sont censés se donner de chastes amants. Au lever du jour, le jeune homme se réveilla sur la margelle du puits, débraillé et seul. Dès cet instant commença un curieux, voire malsain rituel. Agnès obsédait les pensées de Romuald qui, chaque nuit, se devait de la rejoindre près du puits afin de lui appartenir. Chaque matin, il se réveillait seul et heureux. Une nuit, le fantôme ne vint pas plus les nuits suivantes. Romuald finit par se faire une raison et retourna à ses occupations. Un soir d'orage, une voix le réveilla et lui ordonna de courir au puits de la tour sans tarder. À demi vêtu, le jeune homme obéit et y trouva une corbeille en osier. À l'intérieur, enveloppés dans des draps finement brodés, 2 nourrissons, un garçon et une fille. Était-il né de ces unions charnelles avec Agnès? Impossible! Romuald observa les lettres brodées, mais refusa d'y croire. Embarrassé, il confia les petits à un couple d'amis qui les élevèrent comme leurs propres enfants. Je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo de balade parisienne. J'espère que vous avez apprécié la visite et n'hésitez pas à vous abonner.
À bientôt pour une nouvelle découverte. En attendant, passez une excellente journée.